5 ans secrétaire CIA, puis elle a Cachine, Russie et Corée du Nord. Avant de commencer cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like. Ce simple geste nous aide à continuer à partager avec vous des récits profonds, inspirants et remplis de révélations. Elle n'était pas une espionne dès le départ. Non, elle n'avait jamais pensé à une carrière de manipulation d'ombre ou à des opérations clandestines qui se déroulaient loin des regards. Quand elle entra à la CIA, ce fut comme simple secrétaire. 5 ans à taper des rapports, à préparer des dossiers, à gérer des plannings impossibles, et à répondre à des appels où chaque mot devait être mesuré comme si le monde pouvait s'effondrer à cause d'une simple erreur. Son nom, pour des raisons évidentes, doit rester caché. Mais appelons-la Élise. Une jeune femme venue d'une petite ville du Midwest américain, qui portait en elle un mélange curieux d'innocence et de lucidité. Elle n'était ni soldat, ni analyste à l'époque. Seulement une présence discrète dans des couloirs saturés de secrets, une silhouette qui passait inaperçue, jusqu'au jour où l'inaperçu devint indispensable. Car derrière l'écran de son ordinateur administratif, Élise cachait une autre facette d'elle-même, une passion secrète pour l'informatique. Chaque soir, après ses heures de travail au siège de l'Anglais, elle rentrait chez elle, allumait son ordinateur personnel et s'enfonçait dans l'univers des lignes de code. C'était son échappatoire, son exutoire. Là où d'autres cherchaient le sommeil ou la télévision, elle cherchait des failles, des portes invisibles dans des systèmes censés être inviolables. Au fil des années, elle développa un talent redoutable. Elle n'avait jamais suivi de formation officielle, et pourtant, ses compétences dépassaient parfois celles des experts que la CIA payait des fortunes. Elle s'entraînait sur des réseaux simulés, créait ses propres labyrinthes numériques et s'exerçait à s'en échapper. Elle apprit à dissimuler ses traces, à effacer sa présence comme si elle n'avait jamais existé. Mais ce secret, elle le garda pour elle. Elle savait que si quelqu'un découvrait qu'une simple secrétaire avait un tel pouvoir entre ses mains, cela changerait tout. Dans un monde où l'information est plus puissante que les bombes, une telle compétence pouvait être un atout inestimable, ou une menace intolérable. Et le jour vint où son talent caché croisa le chemin de l'histoire. Tout commença par un incident apparemment banal, une erreur dans un rapport envoyé à un supérieur. Le document contenait des données sensibles sur des cyberattaques venant de l'étranger. Élise, par inadvertance, avait remarqué une incohérence dans les adresses et protocoles utilisés. Là où d'autres n'auraient vu que des lignes arides de chiffres, elle distingua une signature, une sorte de trace numérique, presque invisible. Intriguée, elle prit sur elle de vérifier après ses heures de service. Ce qu'elle découvrit la fit trembler. Derrière ces attaques se trouvaient 3 puissances qui ne laissaient aucun doute, la Chine, la Russie et la Corée du Nord. 3 géants dans l'art de l'espionnage numérique, 3 régimes obsédés par le contrôle de l'information et l'infiltration des réseaux occidentaux. Elle savait qu'elle n'avait pas le droit de creuser plus loin. Mais une voix intérieure la poussait à continuer. Étaient-ce de la curiosité? De l'orgueil? Ou bien le sentiment, confus mais puissant, que son rôle dans cette immense partie d'échecs allait enfin commencer? Nuit après nuit, Élise s'enfonça plus profondément dans ses labyrinthes numériques. Elle suivit les signaux jusque dans les recoins obscurs du cyberespace, traçant les lignes de code comme on suit des sentiers interdits dans une forêt hostile. Plus elle avançait, plus elle comprenait la menace. Ces attaques n'étaient pas isolées. Elles faisaient partie d'un plan global visant à tester la résistance des infrastructures américaines, à mesurer le temps de réaction de ses défenses, et surtout, à préparer quelque chose de plus grand. À chaque clic, elle risquait sa carrière, sa liberté, et même sa vie. Car si la CIA découvrait ce qu'elle faisait sans autorisation, elle serait considérée comme traîtresse. Et si les ennemis comprenaient qu'une femme seule avait percé leur système, ils ne reculeraient devant rien pour la faire taire. Pourtant, elle continua. Jusqu'à ce qu'un soir, dans le silence de son appartement, l'écran s'illumina différemment. Elle venait d'entrer, par hasard ou par génie, dans une zone ultra sécurisée. Elle n'en croyait pas ses yeux. Devant elle, défilaient des fichiers classifiés appartenant directement à un ministère étranger. Des données sur des expériences militaires secrètes, des projets énergétiques, des échanges confidentiels entre dirigeants. Elle avait franchi la ligne. Elle, l'ancienne secrétaire, venait de pirater les plus puissants adversaires de l'Amérique. Et à partir de ce moment, rien ne fut jamais plus pareil. La première fois qu'Élise réalisa pleinement ce qu'elle venait d'accomplir, ce fut un vertige. Devant elle, sur son écran, défilaient des informations qui n'auraient jamais dû sortir des coffres-forts numériques de 3 des régimes les plus surveillés de la planète. C'était comme si une simple employée de bureau avait soudain réussi à s'introduire dans les plus hauts bureaux du Kremlin, dans les couloirs secrets de Pékin et jusque dans les bunkers souterrains de Pyongyang. Son souffle se coupa. Elle savait qu'à cet instant précis, 2 vérités coexistaient en elle. D'un côté, la peur viscérale de s'être trop approchée d'un feu qui pouvait la consumer. De l'autre,
une exaltation que rien ni personne ne pouvait éteindre. Car, pour la première fois de sa vie, elle n'était plus l'ombre silencieuse derrière les bureaux de la CIA. Elle était devenue actrice d'une partie invisible dont les enjeux dépassaient tout ce qu'elle avait imaginé. Les jours suivants furent marqués par une double vie insoutenable. Le matin, Élise entrait comme d'habitude dans l'immeuble impersonnel de l'Anglais. Elle servait le café, organisait des réunions, répondait aux supérieurs d'un ton professionnel et détaché. Personne ne soupçonnait que, derrière son regard apparemment calme, brûlait un secret qu'elle devait cacher à tout prix. Mais dès qu'elle quittait le siège, son monde changeait. De retour dans son petit appartement, les stores fermés, elle allumait ses ordinateurs, connectait des serveurs anonymes et replongeait dans l'océan numérique. C'était là que son véritable rôle commençait, suivre les traces, déchiffrer les protocoles, comprendre la logique derrière chaque ligne de code. Chaque clic la rapprochait du cœur des opérations ennemies. Elle découvrit que la Chine testait discrètement des attaques sur les systèmes énergétiques américains. Elle vit que la Russie mettait en place un réseau d'influence numérique visant à manipuler l'opinion publique à grande échelle. Quant à la Corée du Nord, elle travaillait sur des intrusions ciblant directement des bases militaires, cherchant à voler des schémas technologiques qu'elle n'aurait jamais pu concevoir seule. Élise n'avait plus seulement ouvert une porte, elle était entrée dans une cathédrale de secrets. Mais avec chaque découverte, un poids plus lourd s'installait sur ses épaules. Elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement garder ces informations pour elle. Pourtant, comment les transmettre sans révéler qu'elle avait agi dans l'ombre, hors des protocoles? C'est alors qu'elle prit une décision audacieuse. Plutôt que de se confesser directement, elle commença à intégrer discrètement certaines données dans les rapports qu'elle était chargée de mettre en forme. Personne ne se douta qu'en corrigeant une faute de frappe ou en clarifiant une statistique, elle glissait en réalité des fragments de vérité que seuls les analystes les plus attentifs remarqueraient. Peu à peu, son travail invisible commença à attirer l'attention des hauts gradés. Des signaux apparaissaient dans les rapports, des corrélations que personne n'avait su établir auparavant. On commença à s'interroger. Qui avait trouvé cela? Était-ce le fruit d'un travail d'équipe? Une coïncidence? Personne n'imaginait que derrière ces révélations se cachait la secrétaire que tout le monde saluait poliment sans jamais vraiment regarder. Un soir, alors qu'elle explorait une nouvelle piste venant de Pyongyang, son écran se figea soudain. Une alarme silencieuse se déclencha à l'intérieur même de son système. Elle venait d'être repérée. Un frisson glacial parcourut son dos. Les experts nord-coréens avaient compris que quelqu'un fouillait là où il ne fallait pas. Pendant de longues minutes, elle lutta contre une contre-attaque numérique brutale. Ses pare-feux se brisaient les uns après les autres, ses protections anonymes se faisaient déchirer comme du papier. Dans un dernier élan, elle activa un protocole qu'elle avait elle-même inventé, une boucle infinie de l'heure qui dispersait son identité dans des milliers de directions. Quand enfin le silence revint sur son écran, ses mains tremblaient tellement qu'elle n'arrivait plus à taper. Elle venait de frôler la mort numérique. Et dans ce monde, la mort numérique signifiait bien souvent la mort réelle. Le lendemain, elle entra au bureau comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, une certitude s'était gravée. Elle ne pourrait pas continuer éternellement seule. Un choix terrible se posait à elle. Avouer ses compétences et risquer d'être arrêtée pour intrusion illégale. Ou continuer seule, au risque de finir traquée par 3 nations prêtes à tout pour protéger leurs secrets. Ce dilemme la rongea pendant des semaines. Chaque fois qu'elle croisait un supérieur dans les couloirs, elle se demandait « Sait-il? A-t-il découvert ce que j'ai fait ?» Chaque fois qu'un email arrivait sur son poste officiel, son cœur s'emballait. Et si c'était une convocation? Une enquête interne? Mais ce n'était rien de tout cela. Au contraire, plus les semaines passaient, plus elle voyait que ses découvertes portaient leurs fruits. Les analystes de la CIA commençaient à anticiper des attaques, à comprendre les stratégies adverses, à protéger le pays plus efficacement. Et tout cela grâce à elle. Un soir, alors qu'elle travaillait chez elle, une fenêtre inattendue apparut sur son écran. Pas un virus, pas une attaque étrangère, mais un message crypté venant d'une source qu'elle n'arrivait pas à identifier. Les mots étaient simples. On sait qui tu es. On sait ce que tu fais. Tu dois choisir ton camp. Le sang d'Élise se glaça. Était-ce un avertissement d'un ennemi? Ou un signe que la CIA l'avait enfin démasqué? Elle resta immobile devant l'écran, incapable de fermer la fenêtre. Puis un nouveau message s'afficha. Demain, 22 heures, toit de l'immeuble Jefferson. Seule. Le lendemain soir, elle monta sur le toit désigné, le cœur battant à tout rompre. La nuit était froide, et le vent balayait ses cheveux. Soudain, une silhouette sortit de l'ombre. C'était un homme, la cinquantaine, costume sobre, regard perçant. « Tu pensais vraiment que tu pouvais cacher tes talents éternellement ?» dit-il d'une voix calme. Élise resta muette. « Nous t'observons depuis longtemps.
Tu n'es pas en danger. Mais si tu continues seul, tu le seras bientôt. Ce que tu as découvert dépasse ce que tu imagines. La Chine, la Russie et la Corée du Nord collaborent d'une manière que personne ici ne veut admettre. Elle voulut répondre, mais il leva la main. Tu as deux choix. Soit tu continues à jouer à l'ombre et tu finis détruite. Soit tu entres officiellement dans le jeu. Tu as le talent. Nous avons les moyens. Ensemble, nous pouvons changer l'équilibre du monde. Ce soir-là, la vie d'Élise bascula une seconde fois. Elle comprit que ces 5 années passées comme simple secrétaire n'avaient été qu'un prélude. Son véritable rôle commençait maintenant. Non plus comme une silhouette anonyme, mais comme l'arme secrète que personne n'avait vu venir. La décision d'Élise, prise ce soir sur le toit glacé de l'immeuble Jefferson, allait sceller son destin. Elle choisit d'entrer dans le jeu. Non plus dans l'ombre solitaire de son appartement, mais au cœur d'une cellule dont elle ignorait encore les véritables contours. L'homme en costume, qu'elle apprit plus tard à appeler directeur Harper, lui offrit un poste officieux, travailler comme analyste spécial, non répertorié dans les registres publics, sur les réseaux clandestins des grandes puissances adverses. Pour la première fois, elle découvrait que les États-Unis possédaient des divisions encore plus secrètes que la CIA elle-même. Des structures invisibles, qui n'apparaissaient sur aucun organigramme, où seuls quelques élus avaient accès. Là, les règles disparaissaient. Légal ou illégal n'avait plus de sens. Ce qui comptait, c'était l'efficacité et la discrétion. Élise passa des semaines entières dans une salle sans fenêtre, quelque part dans les sous-sols d'un bâtiment administratif sans nom. On lui remit des ordinateurs isolés du monde extérieur, protégés par des systèmes qu'elle n'avait jamais vus auparavant. Son rôle, pénétrer, cartographier et anticiper. Peu à peu, elle découvrit des vérités que peu d'humains pouvaient supporter. Les attaques de la Chine n'étaient pas seulement dirigées vers l'Amérique, elles visaient aussi l'Europe, l'Afrique et même certains alliés asiatiques. Leur objectif, créer une toile numérique mondiale où chaque donnée, chaque décision, chaque citoyen deviendrait traçable. La Russie, de son côté, utilisait le cyberespace comme une arme psychologique. Élise accéda à des documents montrant comment des campagnes de désinformation avaient été testées sur des populations entières. Des élections avaient été influencées, des mouvements sociaux amplifiés artificiellement. Les foules, croyant agir par elles-mêmes, étaient en réalité dirigées comme des marionnettes. Quant à la Corée du Nord, ce qui l'effraya le plus fut leur obsession pour le chaos. Contrairement aux deux autres, qui cherchaient le contrôle, Pyongyang voulait la déstabilisation pure. Ces hackers avaient pour mission de provoquer des pannes massives, de couper l'électricité dans des villes entières, de bloquer des hôpitaux, de créer la panique. Leur but n'était pas de gagner, mais de rendre l'adversaire fou. Au fur et à mesure de ces découvertes, Élise sentit son esprit vaciller. Elle avait l'impression de tenir dans ses mains les nerfs sensibles de la planète. Un simple clic pouvait déclencher une réaction en chaîne. Un silence de sa part pouvait coûter des vies. C'est alors que commença la guerre de l'ombre. Car bientôt, les ennemis comprirent qu'une nouvelle joueuse s'était invitée dans l'arène. La Chine fut la première à réagir. Un soir, alors qu'Élise travaillait, une intrusion se produisit dans le réseau sécurisé où elle opérait. Ce n'était pas une attaque ordinaire. C'était une signature, un message codé qui semblait lui être adressé directement. Des caractères chinois défilèrent sur son écran. « Nous savons que tu es là. Rejoins-nous. Ou disparais. » Le sang d'Élise se glaça. Pour la première fois, elle sentit que sa présence n'était plus anonyme. Quelque part à Pékin, un autre hacker, peut-être un génie comme elle, l'avait reconnue comme adversaire. La Russie, elle, adopta une autre stratégie. Peu après, des informations personnelles commencèrent à fuiter mystérieusement. Son adresse, ses habitudes, des photos qu'elle n'avait jamais partagées. On essayait de l'effrayer, de la fragiliser psychologiquement. Elle reçut même un appel anonyme en pleine nuit, une voix grave, en russe, qui murmura simplement « On t'observe ». Quant à la Corée du Nord, ils choisirent la brutalité. Une attaque massive fut déclenchée contre les serveurs de la cellule d'Élise. Pendant des heures, elle dut repousser des assauts simultanés, comme un soldat sur une ligne de front bombardé sans répit. Les écrans clignotaient, les pare-feux explosaient, la chaleur des machines montait au point de faire fondre presque les câbles. Ce fut une nuit d'enfer, où chaque seconde menaçait de tout anéantir. Mais Élise ne céda pas. Au contraire, cette épreuve forgea son caractère. Elle comprit que, si elle voulait survivre, elle devait transformer sa peur en arme. Elle se mit alors à créer ce que personne n'avait osé imaginer, une contre-offensive. Au lieu de simplement se défendre, elle commença à semer ses propres pièges dans les réseaux adverses. Des portes dérobées qu'elle seule connaissait. Des fragments de code dormants, invisibles, capables de s'activer au moment choisi.
Petit à petit, elle construisit une toile parallèle, une ombre dans l'ombre, où elle pouvait observer ses ennemis sans qu'ils ne s'en rendent compte. Harper, son mentor, la surveillait de près. Un soir, il lui dit « Tu es en train de devenir ce qu'aucun manuel n'aurait pu prévoir. Tu n'es pas seulement une hackeuse. Tu es devenue une arme stratégique. Mais n'oublie jamais, une arme peut sauver ou détruire selon la main qui la tient. » Ces mots résonnèrent en elle. Car plus elle avançait, plus elle se demandait si elle contrôlait encore ce jeu, ou si c'était le jeu qui la contrôlait. L'année suivante fut marquée par une escalade sans précédent. Des pannes électriques massives eurent lieu dans plusieurs villes européennes. Officiellement, on parla de problèmes techniques. Élise savait, elle, que c'était un test grandeur nature de la Russie. Un accident ferroviaire en Asie coûta des dizaines de vies. Officiellement, une erreur humaine. En réalité, une intrusion nord-coréenne dans les systèmes de signalisation. Aux États-Unis, plusieurs hôpitaux furent paralysés par des virus informatiques. Officiellement, des groupes criminels. Mais Élise avait retrouvé la même signature qu'elle avait déjà vue dans des fichiers chinois. Le monde entier devenait une zone de guerre silencieuse. Une guerre que personne ne voyait, mais dont Élise était l'une des principales combattantes. Un soir, après une opération particulièrement éprouvante, elle rentra chez elle et s'effondra sur son lit. Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. Elle se demanda si tout cela en valait la peine. Elle avait sacrifié sa vie, ses amis, son anonymat. Elle ne pouvait plus sortir sans craindre d'être suivie. Elle ne pouvait plus aimer sans peur de mettre quelqu'un en danger. Et pourtant, au fond d'elle, elle savait que sa mission était plus grande que son propre destin. Car si elle abandonnait, qui tiendrait la ligne invisible qui protégeait des millions de vies? Le point de rupture arriva lors d'une opération baptisée Spectre. Les renseignements avaient découvert qu'une attaque conjointe Chine, Russie, Corée du Nord était en préparation. Une attaque massive, capable de paralyser en quelques heures les réseaux financiers, énergétiques et militaires des États-Unis. Si elle réussissait, le pays s'effondrerait sans qu'un seul coup de feu soit tiré. La mission d'Élise, pénétrer dans le cœur de ce projet, comprendre sa structure et trouver une faille pour le neutraliser. Pendant des semaines, elle travailla jour et nuit. Ses yeux brûlaient, ses mains tremblaient, son esprit vacillait. Mais peu à peu, elle parvint à reconstituer le puzzle. 3 réseaux différents, 3 logiques différentes, reliés par un seul point de jonction. Si elle parvenait à frapper ce point précis, toute l'opération ennemie s'effondrerait. Mais pour cela, elle devait prendre le plus grand risque de sa vie, s'introduire directement dans les serveurs centraux situés à l'étranger, au cœur même des infrastructures ennemies. La nuit de l'opération, la salle de contrôle était plongée dans un silence religieux. Harper se tenait derrière elle, les bras croisés. Devant, une dizaine d'écrans affichaient des lignes de code en cascade. Élise respira profondément. Puis elle plongea. Pendant des heures, ce fut une bataille titanesque. Des défenses automatisées se déchaînèrent contre elle. Des contracteurs, probablement les meilleurs du monde, tentèrent de la piéger. Mais elle avançait, pas à pas, ligne par ligne, comme un funambule au-dessus du vide. Et enfin, elle atteignit le point de jonction. Elle introduisit le code qu'elle avait conçu, un virus unique, discret, qui ne détruisait rien mais paralysait tout. Une arme silencieuse. En quelques minutes, les 3 réseaux s'éteignirent comme des bougies soufflées par le vent. La salle éclata d'applaudissements. Harper posa une main ferme sur son épaule. « Tu viens de gagner une guerre que personne ne saura jamais. » Ce soir-là, Élise comprit le paradoxe de sa vie. Elle venait de sauver son pays, peut-être même le monde, mais son nom ne serait jamais prononcé. Elle resterait, pour tous, la secrétaire qu'on avait un jour oubliée dans un couloir. Et pourtant, au fond d'elle, elle n'avait plus besoin de reconnaissance. Elle savait. Elle avait vu. Elle avait agi. Et dans le silence de la nuit, face à son écran éteint, elle murmura pour elle-même. Parfois, l'histoire s'écrit dans l'ombre. L'opération Spectre avait été un succès. Mais dans le monde de l'ombre, un succès est rarement une fin. Souvent, c'est un commencement. Au lendemain de la mission, Élise fut convoquée par Harper dans un bureau qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'endroit était dépouillé, presque vide, avec seulement une table métallique et 2 chaises. Aucune fenêtre. Aucune décoration. Juste un néon qui bourdonnait faiblement. Il la fixa longuement, comme s'il cherchait à lire à travers ses pensées. « Tu sais ce que tu viens de faire ?» demanda-t-il. Élise hésita. Elle savait avoir neutralisé une attaque massive. Elle savait avoir sauvé des millions de vies. Mais elle sentait aussi que derrière cette victoire se cachait quelque chose de plus sombre. « J'ai rempli ma mission », répondit-elle simplement. Harper hocha la tête, mais son regard resta dur. « Tu n'as pas seulement rempli une mission.
Tu as démontré qu'une seule personne pouvait renverser l'équilibre de 3 puissances mondiales. Tu comprends ce que cela signifie? Élise déglutit. Elle comprenait trop bien. Et c'est à ce moment qu'une inquiétude sourde s'installa en elle. Et si, désormais, ce n'étaient plus ses ennemis qu'elle devait craindre, mais ses propres supérieurs? Dans les semaines qui suivirent, son environnement changea subtilement. Au bureau, certains collègues la regardaient avec plus d'insistance. D'autres se taisaient lorsqu'elle passait. Les conversations semblaient s'interrompre à son approche. Elle sentait des regards dans son dos, des ombres qui la suivaient dans les couloirs. Elle reçut de nouveaux ordinateurs, sans explication. Des machines, mises à jour, disait-on. Mais Élise savait reconnaître une surveillance quand elle la voyait. Son espace personnel était désormais infiltré par ses propres alliés. Même Harper, qui l'avait soutenu jusque-là, semblait plus distant. Il ne lui parlait plus avec la même chaleur. Chaque phrase était mesurée, chaque mot pesé. Comme si lui aussi ne savait plus s'il devait la protéger ou la surveiller. Une nuit, alors qu'elle travaillait sur des fichiers cryptés, elle découvrit quelque chose qui la glaça. Parmi les dossiers internes, elle tomba sur un rapport classé « Confidentiel spécial ». Le titre était sec. Évaluation de la menace, Élise non réelle. Elle sentit son cœur exploser dans sa poitrine. Le document détaillait ses activités, ses talents, ses réussites, mais aussi ses risques potentiels. On y lisait des phrases comme « compétence hors contrôle »,« impossible à remplacer »,« potentiel de trahison, non négligeable ». Elle referma le fichier, tremblante. Elle avait compris. Aux yeux de l'institution qu'elle servait, elle n'était plus seulement une arme. Elle était devenue une bombe à retardement. Dès lors, la paranoïa s'installa. Chaque appel téléphonique pouvait être un test. Chaque mission pouvait être un piège. Même dans son appartement, elle se surprenait à fouiller les murs, à vérifier si des micros n'avaient pas été installés. Mais le pire n'était pas la méfiance extérieure. Le pire venait d'elle-même. Car peu à peu, une voix intérieure commença à lui chuchoter des pensées qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Et si tu étais réellement une menace? Et si tu pouvais utiliser ce pouvoir pour toi-même? Pourquoi rester un pion alors que tu pourrais devenir la reine de l'échiquier? Ces pensées la terrifiaient. Elle avait toujours voulu protéger, servir. Mais désormais, elle n'était plus certaine de la frontière entre loyauté et contrôle. C'est à ce moment que ses ennemis reparurent. La Chine, la Russie et la Corée du Nord n'avaient pas oublié l'humiliation de Spectre. Mais au lieu d'attaquer frontalement, ils adoptèrent une autre stratégie, séduire. Élise commença à recevoir des messages cryptés, parfaitement dissimulés, qui lui étaient adressés personnellement. Pas des menaces, pas des insultes, mais des promesses. Avec nous, tu ne seras plus un outil. Tu seras reconnu. Nous t'offrirons ce que tes supérieurs te refusent, la liberté. Tu es déjà l'une des nôtres, car tu sais que tu ne leur appartiens plus. Chaque mot était une tentation. Chaque promesse résonnait avec la peur qu'elle ressentait déjà. Harper finit par l'appeler dans son bureau. « Ils essaient de t'attirer, n'est-ce pas ?» demanda-t-il sans préambule. Élise le fixa, interdite. « Comment le savez-vous » Il esquissa un sourire amer. « Parce que c'est ce que j'aurais fait à leur place. Tu es la clé d'un nouvel ordre mondial. Et chacun veut t'avoir de son côté. » Il fit une pause, puis ajouta d'une voix plus grave. « Même nous, Élise. Tu crois que nous sommes différents? Tu crois que nous ne voulons pas aussi t'utiliser ?» Ces mots la frappèrent comme une gifle. Harper, son seul repère, venait d'avouer ce qu'elle redoutait. Dans cette partie, il n'y avait pas de confiance. Seulement des intérêts. À partir de ce moment, Élise comprit qu'elle devait choisir. Mais son choix ne serait pas entre l'Amérique et ses ennemis. Son vrai choix serait entre deux voies. Continuer à être utilisée comme une arme par ceux qui l'entouraient. Ou se libérer totalement, en devenant une entité indépendante, hors de tout contrôle. Elle passa des nuits blanches à réfléchir. Devait-elle disparaître? Créer sa propre identité numérique, se volatiliser dans le cyberespace et observer le monde comme une déesse invisible? Ou devait-elle affronter de face les puissances qui tentaient de la manipuler, quitte à devenir l'ennemi de tous? Le tournant arriva lorsqu'un attentat numérique paralysa l'aéroport de New York. Des milliers de passagers restèrent bloqués, des avions furent déroutés, le chaos régna pendant des heures. Les enquêteurs accusèrent rapidement un groupe de hackers étrangers. Mais Élise, en fouillant les données, découvrit une vérité terrifiante. L'attaque venait de l'intérieur. Pas de la Chine, pas de la Russie, pas de la Corée du Nord, mais d'une cellule américaine. Ses mains tremblèrent sur le clavier.
Cela signifiait que ses propres alliés, ou du moins une faction parmi eux, avaient orchestré un désastre contre leur propre peuple. Pourquoi? Pour justifier de nouveaux budgets. Pour renforcer le contrôle de la population. À cet instant, quelque chose se brisa en elle. Élise se mit alors à travailler dans le plus grand secret. Elle créa une base de données cachées, où elle copia tous les dossiers qu'elle jugeait compromettants. Elle rassembla des preuves d'opérations illégales, de manipulations internes, de mensonges d'État. Chaque fichier était une bombe potentielle. Si elle décidait un jour de tout publier, le monde entier découvrirait la vérité. Mais elle savait aussi qu'en agissant ainsi, elle franchissait la ligne rouge. Elle devenait exactement ce que la CIA craignait, une menace incontrôlable. Un soir, alors qu'elle contemplait les lumières de Washington depuis son appartement, son téléphone vibra. C'était un message de Harper. « Tu dois venir. Tout de suite. » Elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Quand elle arriva, 2 hommes l'attendaient dans la salle. Ils ne portaient pas d'insigne. Leur visage était froid, leur regard sans émotion. Harper parla d'une voix dure. « Élise, tu as été convoquée pour évaluation. Certains estiment que tu es devenue un risque. » Elle comprit. Le piège venait de se refermer. Mais ce que Harper ne savait pas, c'est qu'Élise avait anticipé ce moment depuis longtemps. Avant même de se rendre à ce rendez-vous, elle avait activé un protocole secret, un système de sécurité qui, en cas de disparition forcée, publierait automatiquement une partie des données compromettantes qu'elle avait collectées. Elle fixa Harper dans les yeux, et pour la première fois, ce fut elle qui parla avec calme et autorité. « Vous pouvez me considérer comme une menace. Vous pouvez essayer de me contrôler. Mais sachez une chose, si je tombe, vous tombez avec moi. » Un silence glacé emplit la salle. Harper baissa légèrement la tête. Dans ses yeux, Élise lut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Non pas la méfiance, non pas la manipulation, mais le respect. À partir de ce jour, Élise n'était plus un pion. Elle n'était même plus une arme. Elle était devenue une puissance à part entière, une entité que personne ne pouvait ignorer, que personne ne pouvait posséder. Ses ennemis continuaient à la chercher. Ses alliés continuaient à la craindre. Mais elle, désormais, n'obéissait plus à personne. Dans le silence de la nuit, seule devant ses écrans, elle comprit enfin sa place dans ce monde. Elle n'était plus la secrétaire de la CIA. Elle était devenue le fantôme qui veillait sur l'équilibre fragile de la planète. Invisible, insaisissable, mais indispensable. Élise n'avait presque pas dormi cette nuit-là. Le visage de l'homme rencontré sur le toit, son regard froid mais étrangement protecteur, hantait son esprit. Il avait planté une graine qu'elle ne pouvait ignorer. Elle n'était plus seule. Mais ce qui la troublait davantage, c'était la promesse implicite contenue dans ses paroles, entrée officiellement dans le jeu. Le lendemain matin, en arrivant au siège de la CIA, tout lui parut différent. Les mêmes couloirs gris, les mêmes bureaux impersonnels, mais derrière chaque porte, elle imaginait désormais des secrets dont elle avait seulement effleuré la surface. Elle se surprit à analyser les regards de ses collègues, à guetter le moindre signe indiquant qu'ils savaient quelque chose d'elle. Mais personne ne la remarquait vraiment. Elle était toujours cette silhouette discrète, la secrétaire efficace que l'on saluait distraitement. Pourtant, au fond d'elle, tout avait changé. 2 jours plus tard, un courrier interne l'informa qu'elle devait se présenter à une « formation exceptionnelle », sans autre précision. L'enveloppe n'était pas signée. Son cœur accéléra aussitôt. Était-ce une coïncidence? Ou bien la suite logique du rendez-vous sur le toit? À l'heure dite, elle descendit dans un sous-sol rarement fréquenté, guidée par un badge temporaire. Les couloirs s'assombrissaient à mesure qu'elle avançait, jusqu'à déboucher dans une salle éclairée par des néons blancs. Là, assis autour d'une table, 3 personnes l'attendaient. Parmi elles, l'homme du toit. « Asseyez-vous, Élise, » dit-il d'une voix neutre. Elle obéit, le souffle court. « Vous n'êtes plus une secrétaire, » ajouta-t-il après un silence. « Vous avez franchi une ligne que peu osent approcher. Ce que vous avez découvert en Chine, en Russie et en Corée du Nord, vous ne pouviez pas l'ignorer. Maintenant, il est temps d'apprendre à agir autrement, légalement, officiellement, mais toujours dans l'ombre. » Il posa devant elle un dossier frappé du sceau « Top secret ». À l'intérieur, des cartes, des flux numériques interceptés, des photos d'installations militaires. Et, surtout, une liste de noms. « Voici votre première mission », dit l'homme. Ce soir-là, dans son appartement, Élise ouvrit de nouveau son ordinateur. Mais ce n'était plus le même rituel clandestin d'autrefois. Désormais, elle disposait de codes d'accès sécurisés, de protocoles ultra-secrets et d'outils dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Elle n'était plus une infiltrée illégitime. Elle avait été admise dans le cercle restreint de ceux qui manipulaient les fils invisibles de la cyberguerre.
Sa première tâche consistait à pénétrer dans un réseau russe utilisé pour diffuser de la désinformation à l'échelle mondiale. Ces plateformes, déguisées en médias indépendants, influençaient des millions de lecteurs chaque jour. Les analystes avaient besoin de preuves irréfutables de leur origine pour lancer des contre-attaques diplomatiques. Élise passa des nuits entières à cartographier ces réseaux. Chaque fois qu'elle pensait d'avoir trouvé la source, elle tombait sur une autre couche de masques, de serveurs détournés, de relais cryptés. Mais son esprit fonctionnait différemment des autres. Elle voyait des motifs invisibles, des corrélations que personne ne remarquait. Comme un musicien qui reconnaît une mélodie derrière le bruit. Au bout de 10 jours, elle avait remonté la piste jusqu'à un centre discret, perdu dans une petite ville de Sibérie. Elle transmit l'information. 2 semaines plus tard, ce centre perdit mystérieusement toute capacité de communication. Ce fut sa première victoire officielle. Mais les représailles ne tardèrent pas. Un matin, les États-Unis furent frappés par une attaque coordonnée contre leurs infrastructures énergétiques. Des coupures de courant plongèrent plusieurs villes dans l'obscurité. Les hôpitaux durent fonctionner sur générateurs. Les chaînes d'information répétaient en boucle qu'il s'agissait peut-être d'un accident, mais Élise savait. Elle savait que c'était une réponse directe à ce qu'elle avait osé déterrer. La peur s'empara d'elle. Pour la première fois, elle comprit que ses actions n'étaient pas seulement virtuelles. Chaque ligne de code qu'elle écrivait pouvait avoir des conséquences dans la vraie vie. Des enfants privés d'électricité, des malades menacés, des familles plongées dans le noir. Et pourtant, au lieu de la paralyser, cette peur la rendit plus déterminée. Un soir, alors qu'elle travaillait dans le bunker numérique où son équipe était désormais installée, l'homme du toit qu'elle appelait désormais Monsieur R. vint s'asseoir près d'elle. « Vous comprenez maintenant, dit-il doucement, que rien n'est abstrait. Les attaques que nous lançons, les ripostes que nous subissons, tout cela a un prix humain. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Vous n'êtes pas seulement une technicienne. Vous avez une conscience. Et dans ce jeu, c'est rare. » Élise leva les yeux vers lui. Pour la première fois, elle lut dans son regard autre chose que de la froideur, une forme de respect. Peut-être même de fierté. Elle hocha la tête. « Alors je continuerai, » répondit-elle simplement. Sa deuxième mission fut encore plus risquée. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de découvrir, mais de saboter. La Chine travaillait sur un nouveau système de surveillance de masse, capable d'identifier et de neutraliser automatiquement toute dissidence intérieure. Officiellement, il n'existait pas. Officieusement, il menaçait de devenir l'arme la plus redoutable contre les libertés individuelles jamais conçues. Élise devait trouver une faille et implanter un virus capable de ralentir son développement. Ce fut un travail titanesque. Les protocoles chinois étaient d'une sophistication terrifiante, presque organique dans leur capacité à se réparer eux-mêmes. Pendant des semaines, elle plongea dans ce labyrinthe, testant des milliers de combinaisons, créant des mirages numériques pour tromper les systèmes. Chaque fois qu'elle croyait toucher au but, un mur invisible surgissait. Mais une nuit, épuisée, elle vit enfin l'ouverture. Un détail minuscule, une séquence récurrente dans le code, répétée à intervalles réguliers comme une respiration artificielle. C'était par là qu'elle pouvait entrer. Le virus qu'elle implanta se déploya lentement, sans bruit, corrompant peu à peu les bases de données. Au bout de 3 jours, le système entier fut paralysé. La Chine accusa officiellement une panne technique. Mais Élise savait. Et son équipe aussi. Les semaines suivantes furent une spirale de tension. Chaque action d'Élise entraînait une réaction. Chaque victoire la rapprochait du danger. Elle vivait désormais dans une paranoïa permanente. Ses communications étaient surveillées, ses moindres gestes analysés. Un soir, elle retrouva son appartement fouillé. Rien ne manquait, mais tout avait été déplacé, imperceptiblement. Elle comprit alors qu'elle n'était plus seulement une hackeuse poursuivie par des gouvernements étrangers. Elle était devenue une pièce trop précieuse pour son propre camp, au point qu'on ne lui faisait plus totalement confiance. La fracture apparut lorsqu'elle découvrit, par hasard, un dossier qu'elle n'aurait jamais dû voir. En vérifiant des transmissions internes, elle tomba sur des preuves indiquant que certaines de ses propres actions n'avaient pas servi uniquement à protéger son pays. Elles avaient aussi été utilisées pour manipuler des élections étrangères, déstabiliser des économies alliées, renforcer le pouvoir politique de certains dirigeants. Son cœur se serra. Élise resta longtemps immobile devant son écran, le dossier encore ouvert, les preuves clignotant sous ses yeux comme un verdict silencieux. Elle aurait voulu croire à une erreur, à une coïncidence. Mais non, les fichiers étaient clairs, détaillés, irréfutables. Ses propres intrusions, ses propres victoires numériques avaient servi à manipuler des gouvernements alliés, à orienter des votes, à affaiblir des économies qui, jusque-là, avaient été présentées comme partenaires stratégiques. Une nausée lui monta à la gorge. Elle pensa à toutes ces nuits passées à travailler sans relâche, convaincue de protéger son pays,
de défendre la liberté contre des régimes oppressifs. Elle se revit, les yeux brûlés par la lumière bleue des écrans, l'adrénaline la poussant toujours plus loin. Et voilà la vérité. Elle avait servi des intérêts qui n'avaient rien à voir avec les idéaux qu'on lui avait fait miroiter. Pendant des heures, elle ne bougea pas, incapable de fermer le dossier, comme si la fermeture effacerait la preuve et lui permettrait de continuer à se mentir. Les jours suivants furent un supplice. Chaque fois qu'elle croisait Monsieur R. ou l'un de ses collègues, elle se demandait s'il savait qu'elle avait vu le dossier. Chaque fois qu'elle lançait une nouvelle opération, ses mains tremblaient. Allait-elle encore être un instrument aveugle? Une nuit, elle se surprit à écrire un message anonyme destiné à la presse internationale. Elle y décrivait les manipulations, donnait des preuves, préparait une fuite numérique capable d'ébranler les fondements même de la CIA. Mais au moment d'appuyer sur « Envoyer », elle hésita. Elle voyait déjà les conséquences. Son nom sur toutes les listes noires, les services secrets étrangers la traquant sans relâche, et surtout, le chaos mondial qui suivrait. Car révéler ces vérités, c'était admettre que même la plus grande puissance de la planète jouait au même jeu cynique que ses ennemis. Les alliances se briseraient, la méfiance s'installerait partout. Et dans ce climat, une guerre n'était plus une hypothèse, c'était une certitude. Alors elle effaça le message. Mais le doute resta. Quelques semaines plus tard, on lui confia une nouvelle mission, la plus risquée de toutes. La Corée du Nord préparait une attaque numérique contre un réseau de satellites américains. Si elle réussissait, les communications militaires seraient paralysées, ouvrant la voie à des frappes imprévisibles. Élise devait intervenir. Mais, en parallèle, un autre ordre figurait dans le dossier qu'on lui remit. Utiliser cette mission comme couverture pour implanter un logiciel espion. Non pas en Corée du Nord, mais dans le système d'un allié européen. Quand elle lut cela, son cœur se serra. Elle comprit que l'engrenage n'avait plus de limite. On l'utilisait désormais pour surveiller des amis, pour manipuler ceux qui faisaient confiance à son pays. Cette fois, elle ne pouvait plus obéir aveuglément. Le soir venu, dans la salle de contrôle, elle ouvrit simultanément 2 fenêtres sur son écran. D'un côté, le code qu'elle devait injecter pour saboter l'attaque nord-coréenne. De l'autre, le logiciel espion destiné à l'allié européen. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Monsieur R. observait à distance. « C'est le moment, dit-il calmement. Élise respira profondément. Puis, d'un geste rapide, elle neutralisa l'attaque nord-coréenne, mais au lieu de lancer le second ordre, elle le désarma discrètement. Sur son écran, tout sembla normal. Les indicateurs affichaient le succès attendu. Monsieur R. sourit. « Bien joué, dit-il. » Il ne se doutait pas qu'elle venait de trahir un ordre direct. Mais la paranoïa grandit encore en elle. Car combien de temps tiendrait-elle avant qu'il découvre ce qu'elle avait fait? Chaque opération future risquait de la dévoiler. Elle commença à envisager l'impensable, fuir. Quitter le pays, disparaître, se réfugier sous une nouvelle identité. Mais où? La Chine, la Russie, la Corée du Nord voudraient sa tête. Les alliés, si elle révélait la vérité, la considéreraient comme une traîtresse. Même son propre gouvernement ne la laisserait jamais partir vivante avec ce qu'elle savait. Elle était devenue trop précieuse, et trop dangereuse. Un soir, en rentrant chez elle, elle trouva un simple mot glissé sous sa porte. « Nous savons. Choisis ton camp avant qu'il ne soit trop tard. » Il n'y avait ni signature, ni indice. Mais le papier vibrait de menaces. Élise sentit son cœur s'emballer. Quelqu'un, à l'intérieur même de la CIA, avait découvert sa désobéissance. Ou peut-être que c'était un avertissement étranger. Dans tous les cas, le piège se refermait. À partir de ce jour, chaque minute devint une lutte intérieure. Devait-elle enfin briser le silence et tout révéler, quitte à embraser le monde? Devait-elle rester loyale et se condamner à être un pion manipulé? Ou bien existait-il une troisième voie, plus dangereuse encore, où elle deviendrait joueuse elle-même, maîtrisant ses propres cartes dans cette partie mortelle? Ses nuits n'étaient plus que cauchemars, ses jours une suite de gestes mécaniques. Mais derrière ses yeux fatigués, une résolution naissait peu à peu. Elle avait commencé comme secrétaire, invisible, ignorée. Elle était devenue aqueuse, indispensable, traquée. Désormais, elle n'était plus qu'une seule chose, une survivante qui devait reprendre le contrôle. Et pour cela, elle était prête à franchir toutes les limites. La décision naquit en silence, comme une graine qui germe dans l'ombre. Élise comprit qu'elle ne pouvait plus attendre, ni rester spectatrice de son propre destin. Les murs se resserraient autour d'elle, ses supérieurs, les puissants ennemis, même ses alliés potentiels. Chacun cherchait à la contrôler, à la posséder comme une arme. Mais elle n'était pas une arme. Elle était une joueuse. Et si elle voulait survivre, il fallait qu'elle reprenne le jeu à son compte. La première étape fut de créer ce que personne n'attendait d'elle,
un réseau parallèle, invisible même aux meilleurs systèmes de surveillance. Elle utilisa des fragments de code qu'elle avait conservés lors de ses précédentes intrusions, les tissant ensemble comme les fils d'une toile secrète. Les serveurs de ce réseau n'existaient sur aucun plan officiel. Ils étaient disséminés dans des machines oubliées, dans des satellites abandonnés, jusque dans des ordinateurs personnels qu'elle transformait en relais sans que leurs propriétaires ne s'en doutent. Elle baptisa ce projet Echo. Echo n'était pas seulement un refuge numérique. C'était une mémoire cachée, un coffre où elle déposait toutes les preuves qu'elle avait accumulées, les manipulations de la CIA, les plans de la Chine, les contre-attaques russes, les menaces coréennes. Tout y était, sauvegardé en double, crypté en triple, prêt à être diffusé au monde entier si elle venait à disparaître. Mais bâtir Echo n'était pas suffisant. Pour survivre, elle devait aussi créer des alliances. Pas avec des gouvernements, mais avec ceux que personne ne contrôlait, des activistes indépendants, des anonymes cachés derrière des avatars colorés, des groupes marginaux que les États considéraient comme des nuisances. Elle entra dans leur forum clandestin, glissa quelques lignes de code pour prouver sa valeur, et peu à peu, certains vinrent à elle. Ils ne savaient pas qui elle était vraiment, mais ils voyaient en elle une force, une silhouette mystérieuse qui apportait des informations impossibles à obtenir autrement. À travers eux, elle bâtit une armée silencieuse. Pourtant, chaque jour à la CIA devenait plus dangereux. Monsieur R l'observait de plus en plus attentivement. Ses questions étaient plus précises, ses silences plus lourds. Un soir, alors qu'il terminait une mission commune, il l'arrêta d'un geste. « Élise, dit-il doucement, vous savez que je crois en vous. Mais je dois vous demander une chose, et je veux que vous me répondiez avec sincérité. » Elle le regarda, méfiante. Lors de l'opération contre l'allié européen, avez-vous suivi tous les ordres? Le cœur d'Élise s'arrêta une seconde. Avait-il découvert sa désobéissance? Elle soutint son regard, puis répondit d'une voix calme. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger notre mission. » Il la fixa longuement, comme s'il cherchait la faille dans son masque. Puis il hocha la tête. « Bien, dit-il. Mais souvenez-vous, la confiance est notre seule arme. Si elle se brise, nous ne sommes plus rien. » Ces mots résonnèrent comme une menace autant qu'un avertissement. Les semaines suivantes, Élise accéléra son propre plan. Elle ne dormait presque plus. Le jour, elle obéissait, menait des missions toujours plus risquées, infiltrant des centrales électriques, brouillant des communications militaires, volant des secrets enfouis. La nuit, elle nourrissait Echo, consolidait ses alliances clandestines, préparait des portes de sortie pour disparaître à tout instant. Mais plus elle avançait, plus elle sentait l'étau se resserrer. Des hommes inconnus la suivaient parfois en voiture. Son téléphone sonnait sans qu'il y ait personne au bout du fil. Dans son appartement, elle retrouvait de nouveaux détails déplacés. Une tasse-pas au même endroit, une fenêtre entr'ouverte alors qu'elle l'avait laissée fermée. Elle savait qu'elle était surveillée. Le tournant arriva un matin de pluie. En arrivant au siège, on lui remit une convocation immédiate pour le bureau du directeur adjoint de la CIA. Son sang se glaça. Elle marcha le long des couloirs comme une condamnée montant à l'échafaud. Le directeur adjoint, un homme sec au regard d'acier, la reçut sans préambule. « Élise, dit-il en fixant ses notes, vos résultats sont exceptionnels. Trop exceptionnels. Certains de vos supérieurs s'interrogent. Une secrétaire devenue en quelques mois l'une des meilleures spécialistes en cyberopérations? Ce n'est pas banal. » Elle resta muette, incapable de répondre. « J'ai donc une question simple, continua-t-il. Pour qui travaillez-vous vraiment? » Le silence dura une éternité. Élise respira profondément et dit « Pour la vérité. » Le directeur adjoint fronça les sourcils. Il allait répondre, mais M. R entra à ce moment-là, interrompant l'échange. « Je prends la responsabilité, déclara-t-il fermement. Élise est avec nous. Et je garantis sa loyauté. » Le directeur adjoint la dévisagea encore un moment, puis hocha la tête, sans un mot. Élise comprit que ce sursis ne durerait pas éternellement. Cette nuit-là, dans son appartement, elle activa un protocole qu'elle n'avait encore jamais utilisé. Elle envoya à Echo une copie complète de tous les dossiers internes qu'elle avait pu obtenir. Des centaines de gigaoctets d'informations sensibles, réunies dans une archive cryptée. Si jamais elle disparaissait, Echo diffuserait tout. Ce fut son pacte avec elle-même. Mais avant même qu'elle n'ait eu le temps de souffler, une nouvelle crise éclata. Un groupe de hackers, apparemment liés à la Russie, lança une attaque massive contre les réseaux bancaires américains. En quelques heures, des millions de comptes furent gelés, des transactions effacées, des familles ruinées. La panique se répandit dans les rues. La CIA activa toutes ses équipes. Élise fut envoyée en première ligne, chargée de localiser la source et de neutraliser l'attaque. Mais au cœur de ses recherches, elle fit une découverte terrifiante. Les Russes n'agissaient pas seuls.
Des fragments de code trahissaient une collaboration avec la Chine et la Corée du Nord. Les trois puissances ennemies avaient uni leurs forces. Et le monde basculait vers une cyberguerre totale. Élise comprit que le moment était venu. Elle ne pouvait plus attendre. Soit elle restait enfermée dans ce jeu de dupes, obéissant à des ordres contradictoires jusqu'à sa propre destruction. Soit elle utilisait enfin Echo pour reprendre le contrôle. Ses doigts tremblaient sur le clavier. Le monde retenait son souffle. Car une fois la vérité libérée, plus rien ne serait jamais pareil. Élise passa la nuit entière devant ses écrans, chaque pixel devenant un point de repère dans l'immense toile qu'elle tissait. Echo n'était plus seulement un refuge secret, c'était désormais une arme, mais une arme qu'elle contrôlait seule. Les serveurs disséminés à travers le monde fonctionnaient comme des relais autonomes, invisibles même pour les plus expérimentés des agents de surveillance. Chaque ligne de code qu'elle écrivait ajoutait une couche supplémentaire de sécurité, un barrage invisible contre ceux qui voudraient l'arrêter. Elle savait que chaque action aurait un prix. La moindre erreur pourrait exposer son identité, ses alliés, et déclencher un conflit international. Mais pour la première fois, elle ressentait un frisson différent, celui du contrôle total, celui de la puissance assumée, celui de la liberté absolue. Le lendemain, le monde continua de tourner sans se douter de la tempête imminente. Mais Élise savait que le calme était trompeur. Les réseaux chinois, russes et nord-coréens bouillonnaient. Les informations filtrées par ces outils de surveillance montraient des communications discrètes entre ces puissances, des plans de riposte, des indices d'une coordination inédite. Elle commença par évaluer les vulnérabilités les plus critiques. Les satellites, les infrastructures électriques, les réseaux financiers, les systèmes militaires automatisés, tout était potentiellement exploitable. Mais elle ne cherchait pas à attaquer aveuglément. Non, son objectif était stratégique, révéler, punir, mais ne pas provoquer un désastre humain massif. Sa première cible fut un serveur chinois servant à contrôler des drones de surveillance. Grâce à Echo, elle put s'introduire dans le système sans laisser la moindre trace. En quelques heures, elle avait créé une faille programmée pour être exploitée uniquement en cas de besoin. Chaque action était double, visible pour elle seule et imperceptible pour le reste du monde. La tension intérieure d'Élise était palpable. Chaque ligne de code, chaque infiltration, la rapprochait de la ligne rouge. Elle se surprit à rêver de la CIA, non pas comme une alliée, mais comme une cage. Elle avait compris que sa propre agence n'était pas simplement manipulée par le pouvoir politique, elle faisait partie du jeu de manipulation. Chaque ordre, chaque mission, chaque rapport était calculé pour maintenir un contrôle absolu sur le monde. La colère et la frustration commencèrent à se mêler à sa concentration. Elle savait qu'elle ne pouvait plus être un pion. Et dans le silence de son appartement, elle prit une décision radicale. Echo ne serait plus seulement un refuge ou une archive. Il deviendrait un instrument pour révéler la vérité à l'humanité. Mais pour cela, elle devait agir avec prudence. Un faux pas et elle déclencherait la guerre mondiale. Ces prochains jours furent une danse effrénée entre duplicité et maîtrise. Le jour, elle menait ses missions officielles, neutralisation de menaces, piratage de réseaux hostiles, intervention ciblée. La nuit, elle nourrissait Echo, testait ses défenses, sécurisait les communications avec ses alliés clandestins. Chaque interaction, chaque clic de souris était un risque calculé. Elle créa des protocoles automatiques pour dissimuler ses traces, inventa des leurres numériques capables de détourner les enquêtes et manipuler les systèmes de détection les plus sophistiqués. Elle devint non seulement experte en infiltration, mais stratège complète d'une guerre invisible. Un soir, alors qu'elle analysait des flux d'informations interceptés, elle découvrit un schéma inquiétant. La Russie, la Chine et la Corée du Nord coordonnaient une attaque simultanée contre plusieurs infrastructures critiques aux États-Unis. Électricité, hôpitaux, communications gouvernementales, tout était ciblé pour provoquer le chaos total. Élise sentit un froid glacé lui parcourir l'échine. Si elle n'agissait pas immédiatement, des millions de vies seraient en danger. Mais chaque contre-attaque qu'elle pouvait lancer risquait de dévoiler sa position, de compromettre Echo, ou de provoquer un désastre diplomatique. Elle resta immobile pendant de longues minutes, les yeux fixés sur l'écran. Puis elle prit une décision qui scellerait sa destinée. Elle agirait seule. Ni la CIA, ni ses alliés secrets ne seraient informés. La responsabilité, le succès et l'échec seraient entièrement à elle. Sa première opération majeure fut la neutralisation de la chaîne de serveurs russes utilisée pour manipuler les marchés financiers. Elle envoya un virus autonome, programmé pour bloquer temporairement les transactions suspectes et envoyer des alertes à des équipes internes américaines, tout en laissant l'impression que tout était normal. Simultanément, elle implantait un « miroir » de surveillance, lui permettant de suivre en temps réel chaque tentative de contre-mesure. Tout devait se dérouler parfaitement. Un seul faux mouvement, et non seulement sa mission échouerait, mais elle serait immédiatement exposée.
Pendant des heures, elle resta concentrée, tapant à la vitesse de l'éclair, analysant les réponses du système et ajustant son plan en temps réel. Ses mains tremblaient, mais son esprit était d'une clarté absolue. Après 2 nuits blanches, le premier succès arriva. Le serveur russe fut neutralisé, ses transactions paralysées, et aucune trace n'indiquait qu'Élise avait agi. Elle avait créé une fenêtre, un instant de chaos contrôlé, qui lui permettait d'évaluer les capacités de ses ennemis et la vulnérabilité de leur réseau. Mais il n'y avait pas de temps pour savourer la victoire. La Chine préparait déjà sa contre-mesure. Et la Corée du Nord avait détecté des anomalies dans ses communications satellites. Élise comprit que la guerre venait de commencer réellement. Pour la première fois, elle se permit un contact direct avec ses alliés du réseau ECHO. Grâce à des messages cryptés, elle coordonna un plan visant à créer des leurres pour chaque puissance, des attaques factices, des données falsifiées, des pièges numériques. L'objectif était simple mais risqué, semer la confusion dans les rangs ennemis, gagner du temps et préserver la sécurité civile autant que possible. Ses alliés obéirent avec précision, fascinés par son autorité et son efficacité. Elle était devenue plus qu'une chef d'opération, elle était une légende vivante, invisible mais omniprésente. Mais alors qu'elle préparait sa prochaine manœuvre, une alerte apparut sur son écran, une intrusion massive, provenant des États-Unis. Quelqu'un à l'intérieur de la CIA tentait de pénétrer ECHO. Élise sentit son cœur s'emballer. Elle comprit immédiatement qu'elle avait été découverte. Pas par les ennemis, mais par ceux qu'elle servait. En quelques minutes, elle verrouilla les accès, changea les clés de cryptage, brouilla toutes les traces. Mais la menace persistait, l'alerte avait été lancée, et ses supérieurs savaient qu'une entité invisible opérait en parallèle. Elle sourit malgré tout. Ils venaient de la découvrir, mais ils n'avaient aucune idée de l'étendue de sa puissance. Cette nuit-là, alors qu'elle contemplait les lumières de la ville depuis sa fenêtre, Élise comprit enfin une vérité fondamentale. Elle n'était plus une simple secrétaire. Elle n'était plus une hackeuse isolée. Elle était devenue une force autonome, une puissance invisible capable de manipuler, de protéger ou de détruire selon son seul jugement. Et dans ce monde où chaque décision pouvait provoquer un conflit mondial, cette autonomie était à la fois sa plus grande arme et sa plus grande malédiction. Le choix qui s'ouvrait à elle était clair, continuer à jouer selon les règles des autres ou réécrire les règles elles-mêmes. Le monde s'éveillait ce matin-là sans savoir qu'il se tenait au bord d'un abîme numérique. Élise, dans son appartement plongé dans la pénombre, contempla une dernière fois les flux d'informations sur ses écrans. Chaque chiffre, chaque code, chaque alerte était désormais une pièce du puzzle qu'elle seule pouvait résoudre. Elle prit une profonde inspiration. Aujourd'hui, ECHO ne serait plus une arme passive, un coffre-fort ou un miroir invisible, il deviendrait un catalyseur. La première étape consistait à neutraliser les systèmes de surveillance de chaque puissance rivale simultanément. La Chine, la Russie et la Corée du Nord avaient coordonné leurs forces pour lancer une cyberattaque globale. Si elles n'agissaient pas maintenant, des millions de vies pourraient être affectées. Élise lança un programme sophistiqué qu'elle avait conçu des semaines plus tôt. Les serveurs ennemis furent infiltrés presque instantanément. Des lignes de code invisibles, indétectables par les systèmes de détection, s'introduisirent dans les réseaux chinois et russes, créant des doubles de toutes leurs communications critiques. Chaque commandement, chaque ordre, chaque transmission semblait normale pour leurs opérateurs, mais en réalité, il était contrôlé par Élise. Elle sourit en voyant ses écrans se remplir de données en temps réel. Les serveurs nord-coréens, réputés inviolables, cédaient également sous l'assaut méthodique d'ECHO. La puissance de son réseau parallèle surpassait tout ce qu'elle avait imaginé. Elle avait non seulement pris le contrôle, mais elle pouvait manipuler la perception même de ses adversaires. Pourtant, elle savait que la partie la plus dangereuse restait à venir. Les contre-mesures américaines allaient s'activer rapidement. Chaque tentative de neutralisation des menaces ennemies pouvait être interprétée comme une attaque dirigée contre les Alliés, provoquant ainsi un conflit diplomatique majeur. Alors Élise déploya un deuxième module, des leurres numériques. Les serveurs des 3 puissances détectèrent des anomalies qu'ils interprétèrent comme des attaques provenant de rivaux internes. Les systèmes surréagirent, se paralysant temporairement. Le chaos était orchestré avec précision. Pas un mort, pas une destruction massive, juste une paralysie suffisant à gagner du temps. Pendant ce temps, dans le monde réel, les alertes se multipliaient. Les centres de commandement chinois, russes et nord-coréens étaient en alerte maximale. Les analystes militaires ne comprenaient pas ce qui se passait. Des transmissions impossibles, des ordres contradictoires, des systèmes censés être inviolables qui se désactivaient spontanément. Les rumeurs se propagèrent rapidement, et un climat de panique numérique s'installa. Élise observa tout cela derrière son écran. Chaque réaction des puissances ennemies était prévue, chaque mouvement anticipé. Elle était la seule à connaître l'ampleur de son contrôle. Elle avait transformé le chaos en instrument de stratégie,
Mais elle savait que cette partie ne durerait pas éternellement. Chaque seconde comptait. Le troisième volet de son plan consistait à envoyer des preuves irréfutables au monde entier. Des documents interceptés, des communications cryptées, des rapports internes, tout ce qu'elle avait accumulé dans Echo. La diffusion devait être simultanée sur plusieurs canaux, rendant impossible pour quiconque de nier la vérité. Elle activa les protocoles de diffusion. Les serveurs relayèrent les informations à travers des médias indépendants, des forums sécurisés, et même des réseaux publics, brouillant les frontières entre cyberespionnage et journalisme numérique. En quelques minutes, la vérité éclata au grand jour. Les manipulations des gouvernements, les alliances secrètes, les tentatives de manipulation électorale, tout était exposé. La réaction fut immédiate. Les gouvernements alliés se retrouvèrent sous pression, les citoyens prirent conscience des manipulations qui les avaient tenus dans l'ignorance, et les dirigeants des puissances ennemies paniquèrent en voyant leurs secrets révélés. Des diplomates appelèrent au calme, des commandants militaires ordonnèrent des vérifications, mais rien ne pouvait arrêter l'information qui circulait plus vite que n'importe quel missile. Élise ressentit un mélange d'adrénaline et de peur. Elle avait atteint l'apogée de son pouvoir, mais chaque action la rapprochait aussi du danger. Les traqueurs numériques savaient maintenant qu'une force inconnue orchestrait ces événements. Ses ennemis et ses alliés potentiels étaient désormais tous à sa recherche. Alors qu'elle évaluait la situation, une alerte particulière attira son attention. Monsieur R venait de tenter un accès direct sur Echo. La surprise et la trahison se mêlèrent dans l'esprit d'Élise. Avait-il compris qu'elle avait pris l'initiative? Ou bien voulait-il simplement tester sa loyauté? Élise agit rapidement. Elle créa une barrière supplémentaire, simulant une réponse conforme à ses actions passées, tout en maintenant le contrôle total. Lorsque Monsieur R réalisa qu'il ne pouvait pas accéder aux données critiques, il comprit la gravité de ce qu'Élise venait de faire. Le monde, quant à lui, basculait dans une phase de chaos maîtrisé. Les attaques initiales des trois puissances furent neutralisées, mais la panique publique et politique était totale. Des médias internationaux titraient sur des scandales d'espionnage, des manipulations secrètes, et sur l'incapacité apparente des services de sécurité à protéger leurs citoyens. Élise observa les nouvelles en continu. Pour la première fois, elle voyait l'effet de ses actions sur le monde réel. Elle avait réussi à équilibrer le chaos et la sécurité, à exposer la vérité tout en évitant un massacre. Mais elle savait que cette victoire avait un prix, sa position était compromise. Chaque agence gouvernementale, chaque puissance étrangère, savait désormais qu'une entité unique contrôlait Echo. Le lendemain, des agents furent dépêchés pour la localiser. Mais Élise avait anticipé cela depuis des semaines. Elle activa les protocoles de fuite, des chemins numériques et physiques préparés à l'avance, des identités multiples, des relais disséminés à travers le globe. Chaque mouvement qu'elle faisait était calculé pour disparaître instantanément après son passage. Elle quitta son appartement au lever du soleil, emportant avec elle uniquement l'essentiel. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de l'inconnu, mais la libérait aussi de la surveillance immédiate. Alors qu'elle marchait dans les rues encore endormies de la ville, elle pensa à tout ce qu'elle avait accompli. Elle était passée de secrétaire discrète à hackeuse solitaire, de pion à joueuse autonome, et désormais, elle était devenue un catalyseur de vérité dans un monde manipulé par le secret. Mais son esprit ne pouvait s'arrêter là. Elle savait que sa mission n'était pas terminée. La guerre numérique continuait, les menaces persistaient, et le monde ne serait jamais le même. Élise comprit alors une dernière vérité. Le pouvoir absolu venait avec la solitude absolue. Elle avait choisi de jouer seule, et désormais, il n'y avait plus de retour possible. Dans le silence des rues, un dernier frisson parcourut son échine. La partie venait à peine de commencer. Élise s'était retirée dans un lieu sûr, une cage digitale et physique qu'elle avait préparée des mois auparavant. Mais le calme était trompeur. Chaque seconde pouvait déclencher la découverte de sa position, et chaque décision qu'elle prenait avait désormais un impact direct sur le monde entier. Elle observa les flux d'informations sur Echo. Les puissances adverses avaient commencé à comprendre que leur système était compromis, mais aucune ne pouvait identifier la source exacte. La Chine, la Russie et la Corée du Nord entraient dans une spirale de méfiance interne, des dirigeants soupçonnant des traîtres, des généraux suspectant des infiltrations dans leurs propres rangs. Tout se déroulait exactement comme Élise l'avait prévu. Mais une alerte fit battre son cœur à tout rompre. Un accès direct provenant du siège de la CIA tentait de pénétrer Echo. Monsieur R lui-même. Elle savait qu'il voulait comprendre, ou peut-être reprendre le contrôle. Pour la première fois, elle fut face à un adversaire qu'elle connaissait personnellement, capable de la traquer avec la précision d'un prédateur. Elle activa un protocole d'urgence. Un écran holographique se déploya autour d'elle, simulant une localisation virtuelle erronée de sa position et multipliant les leurs dans le réseau. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il faudrait bientôt l'affronter directement. Le moment arriva plus tôt qu'elle ne l'avait prévu. Monsieur R
accompagné d'une équipe de sécurité cybernétique, réussit à localiser la cache physique où elle se trouvait. Élise avait prévu ce scénario et avait préparé une sortie stratégique, mais il fallait d'abord négocier. « Élise, dit-il en entrant, le ton calme mais tranchant, vous jouez avec des forces que vous ne pouvez pas contrôler. Ces trois puissances, la CIA, le monde entier. Vous mettez tout en danger. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Exactement. Et c'est pour cela que je suis la seule à pouvoir les contrôler. Vous êtes trop attaché aux règles pour comprendre ce que cela demande. » Monsieur R haussa les sourcils. « Vous avez pris le contrôle d'Echo. Vous savez ce que cela signifie? Si vous perdez, ou si vous échouez, c'est un chaos mondial. » Élise sourit. « Et si je gagne, c'est un chaos contrôlé. Une vérité exposée, des vies protégées, et la fin de manipulations qui durent depuis des décennies.